Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Quelle comédie, l'émission consacrée à l'actualité de la comédie française. Mes camarades Zélie d'Allemagne, Andrea Vilchange filment et répondent en direct à vos commentaires et à vos questions. Bonsoir à vous deux, à vous trois, puisqu'il y a une camarade qui s'est joint à nous ce soir. Alors, ce soir, lundi, il sera question de la rencontre entre la rédaction du journal Le Papotin et la comédie française. Je vais vous présenter tous les quatre. Driss El Kesri, bonsoir. Bonsoir. Merci de votre présence ici. C'est un plaisir. Alors, je vais essayer d'être synthétique. C'est toujours... on fait son deuil un certain nombre de choses. Vous avez été professeur de français, Driss El Kesri, éducateur à l'hôpital de jour d'Antony. Vous êtes le fondateur du journal Le Papotin. Vous nous expliquerez dans quelques minutes ce dont il s'agit précisément. Ce journal a été pensé dès 1989. Il est sorti en 1990 avec en une de premier numéro une interview de l'écrivain Warburton et son clown, Buffo. Voilà, vous êtes également, Driss El Kesri, un grand amateur et un connaisseur de théâtre. Ce sont des lieux que vous fréquentez assidûment et depuis longtemps. Julien Bansillon, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes psychologue, vous travaillez à l'hôpital de jour d'Antony, également dans un groupe d'entraide mutuelle qui accompagne des adultes en difficulté psychiatrique. Vous avez un agenda un peu fou, un peu chargé. En 2018, vous avez repris la rédaction en chef du Papotin. Oui, dès tout début 2019. Voilà. J'aime bien parce qu'avec vous, il y a toujours une forme de... C'est de l'aquarelle. Les dates... En fait, je suis arrivé au Papotin en 2005 comme stagiaire, puis après j'ai été embauché en 2010 à l'hôpital de jour d'Antony. Et là, j'ai accompagné le groupe du Papotin pendant tout ce temps-là. Et aux alentours de 2018, Driss m'a proposé de reprendre la suite. Et j'ai pris un peu plus d'importance jusqu'à ce que Driss me laisse la place de rédacteur en chef en 2019. En 2019, vous devenez donc rédacteur en chef du Papotin, à la suite de Driss. Votre truc à vous, c'est plutôt la musique, je crois. Voilà, vous avez monté un groupe de musique expérimentale avec les jeunes de l'hôpital de jour d'Antony, les Harrys, un festival. Vous avez cofondé un festival qui s'appelle Sonic Protest. Oui, et non. Il y a des petites subtilités d'aquarelle, on va dire. Le festival existait déjà, c'est qu'à l'intérieur d'un festival existant, autour des musiques à la marge, des musiques expérimentales, on a créé un mini-festival qui rassemble des personnes pour réfléchir autour de la question de la musique et des arts aussi en général, et du handicap. Ok. Et vous avez cofondé, alors là, est-ce qu'on va faire l'aquarelle ? Un label de musique brute qui s'appelle Label Brut. Oui, ça je l'ai cofondé. Raja Aïtou, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, depuis 2010, vous faites partie de la rédaction du Papotin. Oui, on peut dire ça. Ça aussi, c'est pas sûr que ce soit 2010. C'est depuis 2013. 2013. Oui. Vous avez donc travaillé successivement sous la rédaction en chef de Driss. Et puis ensuite de Julien, aujourd'hui. Vous connaissez bien le théâtre, vous aussi, pour l'avoir pratiqué en tant qu'acteur pendant très longtemps. Pendant 18 ans, je crois. À peu près, oui, un petit peu, oui. Et puis, avec le Théâtre du Cristal. Et vous avez rencontré Éric Ruff, bonsoir. Bonsoir. Ici présent, vous aussi, vous connaissez bien le théâtre. Vous êtes administrateur de la Comédie Française. Jusqu'à l'aquarelle est très bien. Voilà, pas d'aquarelle. Pas d'aquarelle. Et vous avez en mai dernier donc été interviewé ici à la Coupole. J'ai eu cet honneur impressionnant. Voilà, au dernier étage par Raja Aïtou et ses collègues du Papotin qui vous ont posé des questions, sur un certain nombre de questions sur vos fonctions d'administrateur, sur le théâtre, sur votre histoire professionnelle, sur votre histoire personnelle, sur votre goût du sport. Mais je n'en dis pas plus parce que nous allons découvrir un extrait de ce grand entretien qui sera diffusé un peu plus tard. Vous nous en parlerez, Julien. Mais avant de lancer cet extrait, peut-être, Driss, j'aimerais que vous reveniez sur l'histoire du Papotin, sur ce que c'est que ce projet que vous avez créé, que vous avez transmis.
Alors, c'est une histoire très très simple. Je suis arrivé dans un lieu où je connaissais rien du tout. Je n'avais aucune formation pour rencontrer donc, les personnes qui étaient accueillies. Et c'était à la demande d'un ami psychiatre qui travaillait là-bas et qui travaille toujours d'ailleurs. Et la seule chose que j'avais exigée en arrivant, c'était qu'on ne me demande pas de faire ce que j'ai fait avec des jeunes gens normaux qui n'ont pas du tout ces difficultés, parce que, bon, on faisait un petit peu de la scolarité, etc. J'ai dit que je ne voulais pas faire ça du tout. Et on m'a dit, tu fais ce que tu veux. Et donc, du coup, j'ai trouvé des personnes assez incroyables. Je les écoutais, je trouvais une expression très intéressante. Alors la grande majorité, donc à l'époque, n'ont pas été scolarisés, n'ont jamais été à l'école, et encore moins au collège ni rien. C'était des jeunes gens. Hein. C'était des jeunes gens, c'était 15-25 ans. C'était 15-25 ans, et on ne pouvait pas bêtifier donc, avec des jeunes gens c'était des grands adolescents. La moyenne d'âge, c'était un petit peu ça, donc c'était déjà 22-23 ans. Et ce qui m'a intéressé, c'est ce qu'il disait. Donc, et j'avais mis en place tout de suite, très rapidement, donc, une sortie du lieu. Donc on allait dehors. Et dehors, c'était plus du tout ce qui se passait dedans. Dehors, j'avais des jeunes gens extraordinairement intéressés par le dehors, dont la tenue était une tenue extraordinairement appropriée et très correcte. Et on a commencé à aller au resto, parce que donc, le quotidien de l'hôpital n'était pas très, très intéressant, donc on préférait aller à la brasserie, etc. Et on a découvert les Chinois, et on était donc dans une relation, je dirais, conviviale, sympathique. Et j'entendais ce qu'il disait. Voilà. Et j'avais envie que ce qu'il disait sorte à l'extérieur, que les gens, les extérieurs puissent, les gens qui ne sont pas dans ce lieu-là, entendent ce que ces jeunes gens disent, parce que je trouvais que c'était intéressant. Et donc, par ma formation, le moyen le plus banal, le plus normal, c'était de faire un journal. Et j'avais pas pensé du tout que ça pouvait être ce qu'il est devenu. Au début, je voulais vraiment juste une instance où on est autour d'une table et on me donne des propos que je note, donc on me les donne volontairement, parce qu'avant, donc, je les volais, je les notais sans arrêt sur un petit carnet, et j'avais envie qu'on me les donne et que je les prenne et que je les rende. Et voilà, ça a démarré un petit peu comme ça. J'ai dit, quand j'ai parlé de journal, à la première réunion du comité, la référence était le journal du kiosque. Et là, tout d'un coup, c'était évident qu'il fallait faire ce journal-là ou pas du tout. C'est quoi le journal du kiosque? Les journaux qui sont dans les kiosques. Les journaux qui sont dehors. On fait voilà, donc c'était ça. Il ne fallait pas faire un journal intérieur. Donc, pour un journal d'institution. Et là, ça, c'était alors, je suis allé voir le directeur de l'hôpital, j'ai dit, voilà, donc, je voudrais faire un journal qui sorte à l'extérieur. Il m'a dit, OK. Alors, j'ai pas de... Non, on avait tout à l'heure. C'était un journal avec un format de journal... Oui, je veux bien. Ouais. On va montrer. Oui. Alors, c'est pas un des premiers numéros, je crois que c'est le numéro 17, celui qu'on regardait tout à l'heure. Ah, on est parti avec vraiment le numéro 1, c'est un numéro en noir et blanc, plus grand, le format est beaucoup plus grand. Le format est beaucoup plus grand que celui-là. Là, c'est déjà tout à fait sophistiqué, c'est le numéro 17, 99, 9e année. Vous étiez déjà en quadrille, comme on dit. Et, des portraits, des poèmes, des photos de vous, Driss, sur une scène à Avignon. Non, voilà. Je pense pas qu'on... Non, je crois que si. Non, en discussion à Avignon. Ah bon? C'est parce que j'avais envie de dire que vous étiez à Avignon. Oui, on est allé...
Ben, on est allé dans pas mal de... On est allé au Festival d'Avignon plus d'une fois, parce que vraiment, ben ça c'est vrai que c'est ça... Le théâtre, je suis tombé dedans quand j'étais petit, donc c'est vraiment ma vraie passion. Et alors le plus drôle, ça m'est revenu brutalement il y a 2 jours, mais vraiment c'était incroyable. La première pièce de Molière que j'ai vue au théâtre, c'était au Maroc, et en arabe dialectal, marocain. C'était un moment, une merveille. C'était le Bourgeois gentilhomme. Voilà. Il y avait c'était extraordinaire, et il y avait, donc c'était ça, début, enfin j'étais pas gamin, j'étais ado, j'étais au lycée, et j'avais vu des pièces d'Eschyle, donc à Volépilis, dans les gros trucs, etc. C'était pompeux, mais là, c'était du théâtre populaire. Et c'était une langue que tout le monde comprenait. Ma mère rigolait, mon père rigolait. C'était extraordinaire, on partageait quelque chose. Grâce à Molière, j'ai découvert Molière. En arabe dialectal. Parce qu'il y avait aussi un théâtre, il y avait un théâtre moderne en langue arabe, etc. Il était un peu pompeux, pas très intéressant. Et là, c'était vraiment, pour moi, c'est ce théâtre-là qui est... Et en costume classique. Et en costume classique, ouais. Et c'est vraiment ce théâtre-là qui est intéressant. On est passé en 2016, je crois, à Rabat et à Marrakech, notamment pour une tournée où on jouait Georges Dandin. Ouais. Et dans les théâtres, j'ai vu effectivement des photos extraordinaires en noir et blanc. Ouais. Où il y avait en costume Comédie Française, j'allais dire absolument ce théâtre-là. Ouais. Ah oui, il y avait archivé sur tous les murs. Oui, Ahmed Taïb Lalej, donc qui était vraiment un personnage extraordinaire, qui est mort il y a un acteur. Acteur, metteur en scène. Alors c'était vraiment quelqu'un, un autodidacte qui est arrivé au théâtre par la menuiserie. Donc c'était comme quoi on arrive partout. Et qui a adapté Molière, plus d'une pièce, qui a adapté Brest aussi, qui a fait de l'adaptation. Mais il faisait un théâtre populaire. Qui parlait aux gens, et tout le monde comprenait, parce qu'il y a une très grande différence entre le dialectal, le parler tranquille de tout le monde, que tout le monde parle, et puis un arabe un peu pompeux que personne ne comprend. Voilà. Et c'était ce théâtre-là qui était... et les gens arrivaient, c'était vraiment... je me rappellerai toujours donc, de ce moment génial. Ouais. On va revenir sur votre goût du théâtre, celui de Raja. On va revenir évidemment sur le théâtre. On peut lancer cet extrait. Donc je rappelle que cet extrait est un extrait d'à peu près 7 minutes d'une longue conversation que vous avez eue avec Crue. Enfin, c'est pas une conversation, c'est une interview. Il y a quelques semaines, ici, à Richelieu, sous la coupole, sous les verrières de la coupole, et donc cet entretien dans sa quasi-intégralité sera diffusé un peu plus tard, on en reparlera, Julien. Être directeur d'un monument de la culture nationale donne des libertés de création ou des obligations à respecter. Quelle question? Absolument les deux. Il y a la notion de répertoire. Donc le répertoire, effectivement, qui sont des œuvres que tout le monde a dans les livres scolaires, etc. Donc ça nous oblige à les respecter, et en même temps, souvent, si on les respecte trop, on leur met plus de vie à l'intérieur. Donc c'est exactement, la question elle est magnifique, parce que c'est exactement entre les deux. Je fais mythe de savoir que le spectacle, c'est pour que les riches. C'est pour que les riches. Vous êtes d'accord? C'est un travail que nous faisons tout le temps.
de faire en sorte que des gens qui sont riches, parce qu'ils gagnent de l'argent, mais qui aiment beaucoup le théâtre, puissent venir. Mais on fait tout un travail pour que des gens qui ne sont pas riches, mais qui aiment le théâtre ou qui ont envie de le découvrir, puissent accéder à la Comédie Française. Il y a des mécènes à la Comédie Française. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un mécène. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui donne une partie de cet argent-là à la Comédie Française. Ben, ça nous permet de faire venir des gens qui n'ont pas d'argent et qui peuvent être très très bien placés, parce que le billet, il est payé par celui qui est riche. Donc c'est une forme de démocratisation, et on fait en sorte que ceux qui n'ont pas d'argent puissent venir à la Comédie Française. Donc je ne suis pas d'accord avec vous, ça n'est pas que pour les riches. C'est tout le travail que l'on fait. D'ailleurs, nous ne sommes pas riches, toi et moi. Et les autres aussi dans la salle. Attends, tu veux dire que nous sommes pauvres? Non, c'est vrai que ça ne se résume pas à ça, mais... Bon, Hélène a écrit une question suite à la réponse. Elle a marqué « En réalité, on marque nos territoires de nos empreintes. Comment casse-t-on les codes ?» On casse les codes sans doute en ne présumant pas de ce qu'ils sont. Souvent, je me dis, je dois laisser rentrer des esthétiques qui ne sont pas les miennes, des manières de faire du théâtre qui ne sont pas les miennes, des manières de travailler qui ne sont pas les miennes, mais je les laisse rentrer parce que c'est celle des mœurs actuelles. Et donc, en ouvrant les portes, forcément, ça casse les codes, mais ça les casse d'une manière intelligente, douce, sans qu'il y ait les classiques contre les modernes contre les classiques. Voilà. J'essaie de faire ça. Je me suis toujours dit que ce n'était pas à moi de juger le théâtre qui se fait actuellement. Je suis là pour l'accompagner. Je suis là pour qu'il puisse exister. Et ensuite, peut-être que dans 50 ans, les gens diront que c'était une belle période de théâtre ou que c'était une période tout à fait inintéressante. Mais ça, je n'ai pas à en juger à l'avance. Voilà. Pour casser les codes, je crois qu'il ne faut pas les désigner. Il faut les laisser se casser seuls. Parce que quand on joue au théâtre, même si on interprète les émotions, on les ressent quelque part. Oui, on les ressent. Alors, pas tous les jours, hein, il y a des représentations. Quelquefois, quand on est fatigué, moi j'adore jouer quand je suis fatigué. Quand je ne suis pas fatigué, j'ai des défenses. Je veux jouer, je vais être formidable, etc. Quand je suis fatigué, c'est comme un boxeur qui baisse la garde. Et tout d'un coup, les émotions, elles viennent. Alors, c'est pas forcément les miennes, mais de temps en temps, l'intelligence d'un texte. Des fois, tu dis des phrases d'une grande poésie, et avoir la chance de les dire, ça peut te donner une émotion. Donc, mais de temps en temps, avoir une émotion en tant qu'acteur, ça ne veut pas dire que tu es en train de la donner au public. L'émotion, tu dois l'organiser pour le public. Qu'est-ce que ça vous a fait que votre père soit adhérent du Front National? Est-ce que c'est quelque chose qui vous faisait peur et vous angoissait, que votre père ait adhéré à un parti extrémiste, ou c'était pas si dérangeant? Merci. Mon père, c'est mon père, donc forcément je l'aimais, et effectivement, je voyais à quel point il me faisait lire des livres. Il voulait que je fasse du latin, du grec, et en même temps, il lisait un journal qui s'appelait National Hebdo, qui était le journal du Front National, qui était très mal écrit, avec des idées qui étaient vraiment très mal énoncées. Donc je ne comprenais pas comment mon père pouvait exiger que je sois avec une grande littérature et qu'en même temps, il lise cette chose-là qui n'était vraiment pas de la littérature. Donc, je me suis posé cette question-là sur mon père, ce qui fait que j'ai jamais tendance à dire que les gens qui votent pour les extrêmes sont vraiment des gens pas bien, parce que souvent, c'est des gens qui ont peur. Je sais que mon père, il avait peur du monde. Et comme le Front National joue beaucoup sur la peur des gens, ben, tout d'un coup, il s'est engouffré dans cette chose-là. Moi, je vote pas pour les extrêmes, et en même temps, je sais que je peux avoir des peurs aussi. Mais le fait d'avoir eu un père comme ça et de l'avoir aimé me fait comprendre quelle peur je peux avoir en moi et comment il faut que je les combatte. Voilà. Et êtes-vous quelqu'un d'exigeant? Très. Pour monter les pièces? Oui. Je suis très exigeant avec moi-même, voilà, parce que j'estime que j'ai tellement de chance de faire ce métier, j'ai tellement de chance d'avoir des comédiennes et des comédiens extraordinaires dans la troupe, d'avoir de l'argent aussi, c'est de l'argent public, hein, c'est pas le mien, c'est de l'argent qui est donné pour faire du théâtre. Donc la moindre des choses, c'est d'être absolument exigeant. Donc je le suis, et en même temps, la joie, c'est très important dans notre métier.
Donc l'exigence, elle peut être joyeuse. Tu peux être exigeant tout en travaillant dans beaucoup de plaisir, avec beaucoup de plaisir. Au contraire, quand les gens s'amusent, il y a une exigence qui est presque plus forte que quand tu te demandes tout le temps des gens avec un œil très sévère ou des choses, voilà. Vous avez du sport pour courir? Ouais. Ouais. Mais pas du sprint. J'ai beaucoup couru comme en faisant du footing. Ouais. Vous avez passé des relais? Non, j'ai pas passé de relais. Ça, j'ai pas fait ça. Au collège, peut-être, mais ça fait longtemps. Ouais, je t'assure, là, il faut passer le relais. Là, c'est important. Mais je suis absolument d'accord avec ça. Quand je passe le relais dans un an de cette maison, j'aurais passé un bon relais, absolument. Rebonjour, Eric Ruff. Vous trouvez que vous êtes beau? Non. Moi, je vous trouve que vous êtes très beau. Ben, c'est très gentil, Marie. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, au niveau des... Raja ou Julien, Oui. peut-être vous partagez la parole. Exactement. Comment on vient de voir donc, des extraits de cette interview d'Éric. Éric, c'est quand même un peu inédit parce que vous êtes, vous, face à beaucoup de journalistes. Oui, que Donc des journalistes. Voilà, d'habitude, il y a un journaliste, deux journalistes. Ouais, il n'y a que les présidents des États-Unis qui ont droit à ça, ou alors ceux qui font le oui. papotin. Et là, c'est une interview avec un vrai format d'interview, mais collective. Comment est-ce que vous préparez, Raja, ces interviews? Vous avez des réunions? Alors, on prépare les interviews, c'est extrêmement simple. Je pense qu'on est entouré de personnes qui ont certainement des difficultés comme moi. Donc voilà, pour moi, ce sont, je dirais, de belles personnes parce que on dirait que la souffrance est une forme de travail finalement. Et ça permet de sculpter des choses à l'intérieur. Et le pire, c'est qu'on n'est pas forcé d'en parler. On est comme ça et moi je trouve ça magnifique. Par contre, c'est vrai que pour préparer les interviews, il y a une phase où Julien ou Doris Kessler avant, on est dans la salle à la maison bretonne et les papotins un par un soit ils lisent un texte écrit, soit ils sont sensibles à certaines choses et ils ont leur manière à eux de rentrer dans le monde de la personne qui va être interviewée et en même temps parfois, ils sont que pour eux. Mais ce qui est pour eux, forcément, ça met en lien avec les autres. Et c'est beaucoup de... Moi, j'aime beaucoup. C'est super juste ce que tu dis, Raja. C'est vrai qu'en papotant, on vient comme on est. On a des moments de discussion, mais qui restent très informels avant de rencontrer une personne. Moi, j'essaye d'apporter un peu aussi un peu de matière. Ça va être... Alors, ici, avec la Comédie Française, ce qui est génial, c'est qu'on vient voir les pièces. Et on prépare en venant voir les pièces. Mais après, il y a une partie de l'interview qui ne porte pas nécessairement sur ce qu'on a vu et où les journalistes viennent apporter ce qu'ils ont envie. Et parfois, c'est pour eux. Ils viennent avec des questions. Avec leurs questions. Et qui résonnent forcément avec la personne qu'ils ont en face. Moi, je dirais, c'est un petit peu comme avec Olivier Couder, directeur artistique du Théâtre de Cristal. C'est comme si, en fait, il y a une roulotte. Et dans la roulotte, il se peut qu'il y ait des gitans. Et puis les gitans, ils n'ont peut-être pas de chevaux. Il faut qu'ils fassent avancer la chariote à force de leurs bras. Et c'est autre chose. C'est qu'en fait, c'est comme un chanteur ou comme quelqu'un qui fait des one-man show. Ils font des tournées. C'était comme ça du temps de Molière et je pense que ça n'a pas encore changé. Mais bon. Vous êtes des journalistes qui tournent. Oui.
Là, on présente des personnages, c'est comme si on vous proposait de la... Vous savez, le monsieur qui vend des trucs, un charlatan qui vend des élixirs, des trucs comme ça. C'est vous, ça. Là, vous parlez de vous en tant que journaliste, en tant que papotin, vous vous appelez les papotins en tant qu'acteur. On dit les papotins, les journalistes. Ouais. Je crois quand même, mais ça se ressent dans ce que tu disais, c'est on est ensemble tous les mercredis, tous ensemble. Et la parole arrive comme elle vient, et on essaye de composer avec tout ça, et tout le monde est très très différent. Tout le monde a son style à lui. Et on a cette habitude de communiquer tous ensemble, et à un moment on rencontre quelqu'un et c'est avec cette personne qu'on essaye de partager ça, et généralement on y arrive. C'est magnifique l'histoire de fait que la question qu'on se pose à soi-même est la plus universelle. Oui, c'est très juste. Oui. Finalement, les questions les plus fondamentales, c'est celles qu'on comprend intimement et qu'on arrive à énoncer. J'ai souvent remarqué d'ailleurs que les professeurs de théâtre n'enseignent jamais mieux ce qu'ils n'arrivent pas à faire eux-mêmes. C'est-à-dire ? Mais quand on est comédien et qu'il y a des zones qu'on n'arrive pas à atteindre ou des organisations qui ne sont pas naturelles, on se pose tellement la question de pourquoi qu'on arrive à les repérer sur les autres, et on sait mieux construire chez les autres ce qui est chez soi un manque. Donc j'adore cette théorie-là que la question qu'on se pose à soi-même est la plus universelle. Et celle qui est la mieux comprise. C'est tout à fait juste. Comment, Julien, peut-être je m'adresse à vous et à Driss, parce que ces interviews, elles sont donc collectives. Il y a effectivement des tas d'endroits d'où on part, enfin, d'où les questions partent. Mais il y a beaucoup de spontanéité, il y a une vraie liberté. Vous êtes très libre, je trouve, dans votre façon de poser vos questions, beaucoup plus que moi actuellement, par exemple, qui suis beaucoup plus formatée. Mais en même temps, ça reste une vraie interview, c'est très structuré. Comment est-ce que vous arrivez tous ensemble à cet équilibre-là ? Je pense que la toute première interview, je l'avais préparée, parce que et c'était la dernière. C'était la première et c'était la dernière, parce que bon. Alors, on a un papotin absolument génial qui prépare son texte avec ses accompagnants éducateurs là, dans son foyer, et donc ils écrivent donc son texte, il est écrit, il arrive, et le mercredi matin, donc il lit son texte. À la réunion de rédaction, c'est la réunion de rédaction, et il prend son texte, et il lit son texte. Voilà. Sauf qu'il ne sait pas lire. Donc. Et le texte qu'il lit, c'est un autre texte que celui qu'il avait écrit la veille. Et c'est magnifique. Avec quelques points communs, c'est très très beau. Et c'est magnifique. Maxime. C'est-à-dire que c'est ce que je dis, pour le prix d'un, tu en as deux. Exactement. Et c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et c'est ça, c'est-à-dire que si tu veux arrêter quelque chose, tu la diminues, tu l'appauvris. Alors que, naturellement, elle s'enrichit. Il est arrivé, donc, il a écrit son texte dans un lieu. Il a dicté son texte. Il a dicté son texte dans un espace ailleurs, avec telle personne. On a transcrit, on lui a lu, il a dit c'est bon, on l'imprime, il arrive avec son texte dans un espace autre, où il y a énormément de monde. Il y a eu beaucoup de textes qui ont été lus avant, etc. Et il prend son texte et il le lit. Et ce texte qu'il lit et qu'il nous donne, c'est un texte qui est habité par tous les autres là qui sont là. Voilà, donc il s'est enrichi, c'est autre chose, et c'est génial. C'est ça le papotin. On prépare, tout le monde prépare, même celui vraiment. Hein? Et à la fin, on ne fait pas ce qu'on a préparé. Et oui, et à la fin, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment une espèce à chaque fois, une espèce de synthèse de tout qui sort, et c'est vrai. Quelquefois, donc, la personne invitée dit bon, oh là là, c'était pas bon,
suis un peu malheureux, j'ai pas su répondre, c'était pas bon, etc. Et donc, et quand je relis le texte, il est excellent. C'est vraiment l'interview excellente. Il y a tout dans l'interview. Il y a vraiment tout. Et vous savez expliquer ça? Ben, c'est tout simplement... Par quelle mécanique les choses émergent? La diversité joue beaucoup, la diversité des questions. Quand on répond aux questions des papotins, on enchaîne une question extrêmement factuelle, avec une question très profonde, avec une question très légère, et ça s'enchaîne comme ça. Et on sent aussi peut-être les niveaux de sens. Enfin, quand on l'a vu tout à l'heure, quand Quentin demande à Eric s'il fait du sport et qu'il enchaîne, est-ce que tu fais de la course de relais? Je pense pas qu'il n'est pas au courant que Eric a passé le relais dans un an. Dans un an. Et pourtant, il trouve un terrain d'entente quand même. Et le rire est authentique chez les deux. Et il y a une rencontre qui a eu lieu, mais à travers des préoccupations qui étaient différentes au départ. Et inattendu, Eric, l'interview, c'est une question-réponse avec beaucoup de gens. Ce qui change peut-être, c'est le rythme, effectivement. C'est que ce que proposent les papotins, c'est effectivement de passer du personnel au factuel, de notre travail d'administrateur à des choses plus plus privées. Finalement, c'est comme toute interview, elle devient à peu près intéressante quand tu oublies que tu es en interview et que tu rentres dans une discussion. Mais c'est impressionnant parce que tous les signes habituels qui te laissent supposer que ton auditoire est à peu près avec toi, là, ces signes-là, ils sont explosés. Parce que les visages, les rires qui fusent, les gens qui se lèvent, etc., ce maelstrom comme ça fait que tu ne sais jamais si tu es si tu as un bout de fil d'Ariane entre les mains ou alors si tu es en train de rater. Je comprends très bien ce sentiment d'avoir raté et en même temps jongler effectivement avec des questions qui sont très légères, factuelles et d'autres qui sont invraisemblablement profondes où on se dit est-ce que vous avez 2 jours devant vous pour y répondre parce qu'elles sont d'une épaisseur absolument dingue. Le jonglage entre les deux, c'est notamment la diversité dont tu parles et le fait qu'ils soient aussi nombreux. Mais finalement, quand tu réussis à reprendre des choses et à construire comme on fait dans une discussion, quand les choses rebondissent les unes avec les autres et que ça commence à faire matière, mais c'est impressionnant. C'est entre les gens qui doivent faire le papotin ou qui l'ont fait, c'est pas une épreuve au sens douloureux, mais c'est pas simple. C'est impressionnant. C'est très impressionnant. Raja, vous, quand vous allez interviewer des gens, oui. Eric dit c'est impressionnant. Est-ce que pour vous c'est impressionnant? Un peu, oui. Parce que, en fait, je connais pas beaucoup de gens. On en parle à la télé ou tout ça, à la radio, et en fait, plutôt la télévision. Mais bon, j'ai perdu le fil. Je me demandais si c'était impressionnant. D'aller interviewer des gens. Pendant longtemps, je me suis toujours senti à l'extérieur du papotin. Pour quelle raison? Bon, je sais pas, c'est pas grave. Mais ce que je voulais dire, c'est que... Toi, tu es arrivé par le théâtre. Ce que je peux dire... C'est la psychologue de l'ESA qui m'a lancé sur le papotin. Parce que on a accueilli, quand Raja est arrivé pour la première fois au papotin, j'ai fait un accueil de vedette. Oui. Pourquoi un accueil de vedette? J'ai fait un accueil de vedette, c'est-à-dire on l'a interviewé. Tout le monde l'a interviewé. J'ai dit Raja fait du théâtre, il a joué dans énormément de pièces, etc. Et il vient donc nous rester avec nous au papotin. Et donc ça a été vraiment cet accueil-là. Et ce que j'ai énormément apprécié chez lui, c'est il l'a dit d'ailleurs tout à fait au début là, donc de cet entretien, c'est il a énormément
possible de capacité. Il a été à l'école, il a été au collège, il sait lire, il sait écrire, il fait etc. Donc et la grande majorité donc, des papotins ne sont pas du tout donc, de ce niveau. Et à aucun moment, il s'est situé au-dessus. Il a été vraiment d'une gentillesse. Il valorise ce que dit l'un ou dit l'autre d'une façon extraordinaire. Et beaucoup mieux que je ne saurais le faire, parce que ça vient il le sent, ça vient de lui. Et c'est vraiment quelque chose d'absolument unique. Vraiment, vraiment unique. Voilà. Je n'ai jamais dit ça. Tu vois, j'en profite aujourd'hui. Donc, je pèse l'importance des mots que tu viens de dire, Driss, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand je suis au travail, par exemple, et que ça me plaît, je vais beaucoup être dans la projection, dans une forme de profération. Mais quand je suis à l'appartement ou que j'habite des gens où je suis chez eux, eh bien, je suis carrément, je suis l'opposé. Je suis la personne qui reçoit, qui sait amener une écoute totalement parallèle, c'est-à-dire horizontale, avec la verticalité qu'il faut, et en plus, je dis tout ça avant. Raja, quand vous jouiez au théâtre, oui. Vous étiez dans quelle position? J'ai joué du théâtre au niveau de l'handicap mental. Mais vous étiez en train de donner ou de recevoir, enfin d'écouter ou de recevoir? C'est bien ce que vous dites. C'était le vrai problème. C'est extrêmement douloureux, je pense, parce que j'étais tellement à l'extérieur des choses humaines, et je me suis senti vraiment pas bien, quoi. Je ne peux pas utiliser les mots, mais c'est vrai. C'est toi qui as décidé d'arrêter. Il faudrait que tu racontes pourquoi. J'ai décidé d'arrêter le théâtre pour une raison bien simple, c'est que je n'avais plus d'énergie à jouer. J'avais plus d'énergie à jouer. Par contre, c'est vrai que si je devais me juger moi-même pour dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, je pense réellement, oui, il y a un texte qui est donné à apprendre. On l'apprend avec plus ou moins une vitesse de rapidité. Et donc, du coup, oui, parce qu'il y a aussi l'espace scénique, et c'est très, très important. Quand on ne sait pas s'introspecter pour essayer de faire une forme comme ça d'invasion dans l'espace, on peut pas jouer, c'est pas possible. Mais ça demande de l'énergie, c'est ça? Alors, moi, j'ai un petit peu, j'ai eu ce vécu. On faisait un des tableaux du théâtre, du CAT, M. Bernard Lévy, le son-lumière. Donc, du coup, on était toujours sur une transversale où il fallait obéir immédiatement. Et puis après, je ne sais pas comment en parler, mais... mince. Tu veux dire que tu étais à la fois acteur et à la lumière, c'est ça? Non, c'est pas ça. Ah oui. En tout cas, j'avais un véritable problème, c'est l'émotion et le corps. Absolument. Parce que j'ai tellement souffert de non-langage quand j'étais à l'hôpital, ce qui veut dire que ça s'est ajouté à des problèmes anciens. Et quand on fait le parcours, eh bien, ça fait tellement longtemps de solitude qu'après, on n'a peut-être plus envie. Driss, comment le théâtre s'intègre dans le travail du Papotin? Est-ce que c'est très présent? Est-ce que c'est par votre personnalité? Est-ce que parce que pourquoi pas la musique? Enfin, il y a de la musique, hein, là. Le théâtre, Angèle, mais à cause du bourgeois gentilhomme. À cause du bourgeois gentilhomme, tout ça à cause du bourgeois gentilhomme. Mais le théâtre, c'est des mots, qu'on
donne, c'est des mots qu'on partage. Et alors, là j'ai fait un édito là, dans ce numéro. Je disais surtout donc, le théâtre comme spectateur. Quand on du va point de vue du public. Quand on va au théâtre, quand je vais au théâtre avec mes compagnons, avec mes jeunes gens, on est assis et on regarde. On n'est plus regardé. On n'est plus du tout regardé, on est regardeur. Voilà. Et il y a un jeune, à la fin d'un récital, qui a sauté en l'air, tu vois, et il a dit, ça y est, je sais quel métier je vais faire plus tard. Alors tout le monde était là, peut-être que spectateur de gala. Et c'était vraiment, vraiment le fond de... C'est-à-dire que ce temps où il est là, où il reçoit, où il regarde, où il entend, c'est un temps où il n'est plus du tout donc le corps malade, le psychique malade, le personnage... parce que pour moi, c'est pratiquement sûr, il y a toujours, chez beaucoup de mes jeunes gens, une espèce de dépréciation d'eux-mêmes, etc., parce qu'ils vivent avec leurs frères, leurs camarades, etc. Ils voient bien qu'ils sont différents, etc. Au théâtre, on est tous assis au même endroit, et on regarde, et on reçoit, et on n'est plus regardé. Et ça, c'est magnifique. Et on sort. Et alors... au contraire, donc des gens, je dirais presque des gens normaux, ils s'en foutent complètement de ceux qui sont dans la salle. Tout ce qui les intéresse, c'est ce qu'il y a sur scène. C'est la scène. Et voilà. Et ce qui se passe là, ils le captent à une vitesse absolument incroyable et ils le captent d'une façon où ils me font découvrir des choses que je n'ai pas vues. Voilà. Et puis ils ont des expressions qui sont à eux. Ils le redisent à leur façon. Il y a Stéphane Bellini, une actrice qui passait rapidement, enfin une comédienne qui passait rapidement et qui a changé de truc. Elle a dit tiens, elle est arrivée avec le slip du quotidien. Voilà, donc c'est pas un accessoire de théâtre, c'est tout simplement le slip du quotidien, un vrai slip. Il y a sans arrêt donc des moments comme ça absolument incroyables. Alors, voilà. Julien et Eric, vous avez cet entretien, donc cette interview, se situe au milieu en fait d'un partenariat, enfin dans le cadre d'un partenariat que les Papotins ont signé de façon plus ou moins formelle, je ne sais pas, avec la Comédie Française. Vous avez entamé un travail ensemble, c'est-à-dire que les journalistes viennent voir des pièces, interview Eric Ruff ou Sylvia Costa de oui, Macbeth. Macbeth, on a interviewé Sylvia Costa, puis ensuite on voulait rencontrer Eric Ruff. Par rapport, enfin, déjà, on a vu ton travail de scénographie, puis par rapport à la Comédie Française dans son ensemble, le travail que tu mènes ici. Et bien sûr, alors c'est totalement informel, mais nous l'idée c'est de venir, de voir du théâtre et de rencontrer les personnes qui ont fabriqué ces pièces. Et pour nous c'est important parce qu'il y a évidemment un enjeu d'accessibilité à la culture qui a toujours été présent au Papotin. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu... Sortir de l'hôpital. Il y a un enjeu, comme le Papotin est de plus en plus visible grâce à votre travail respectif, il y a un enjeu de visibilité. Il y a évidemment un enjeu pour les Papotins, mais il y a aussi un enjeu d'exemplarité, non ? Parce que vous êtes plus visible dans un projet comme ça ? Pour nous, on a, en tant que groupe du Papotin, on fait des bonnes interviews, enfin, on en envoie suffisamment, c'est prétentieux de le dire comme ça peut-être. Mais... Non, vous faites des bonnes interviews. On est à l'aise dans cet exercice de l'interview et on voit bien qu'il s'en dégage des choses atypiques, on nous le renvoie énormément de façon très positive. Et donc on fait ce qu'on sait bien faire. Et c'est avant tout pour ça, l'exemplarité, on est ravis de savoir. Moi, maintenant, avec le passage à la télévision, je reçois... Ça tracte quand même d'autres choses. Beaucoup d'emails. Je reçois vraiment beaucoup d'emails
personnes qui soit voudraient intégrer le papotin, et puis l'émission a été adaptée dans plusieurs pays. Donc je rappelle quand même pour les gens qui nous écoutent, le papotin c'est un magazine, c'était un journal, c'est devenu un magazine. C'est aussi une émission mensuelle qui est diffusée sur France 2 à l'heure de grande écoute, c'est-à-dire 20h30. Depuis 2020, 20h. Samedi à 20h30. Depuis un samedi par mois. Et il y a à peu près 3 millions de personnes qui regardent, si je m'abuse. Oui, il y a des audiences assez... ne soyons pas modestes. Parce que voilà, donc ça vous continuez, mais c'est un des formats parmi d'autres, l'activité du papotin. Oui, mais si on regarde ce qui s'est passé avec Eric, c'est la même chose que ce qu'il a montré, c'est montré dans un contexte différent, mais c'est la même chose. Alors avec cette différence qu'on est allé voir plusieurs spectacles de la Comédie Française et qu'on a ça en commun. Au moment où on rencontre Eric, tout le monde a ça en commun. Et donc, c'est ça qui rend le partenariat extrêmement précieux pour nous. Et puis extrêmement joyeux, et puis multiple aussi, parce que chacun a vu la même chose, mais pas tout à fait, et puis il ne l'a pas reçu de la même façon. Enfin, j'ai beaucoup parlé sur la question de l'écoute, de recevoir et de donner. Et donc, voilà, au départ, je crois que le papotin, c'était vraiment au tout début, c'était rencontrer des personnes du petit écran, de la télévision, qui étaient très fortes, qui étaient encore plus fortes qu'aujourd'hui, je pense. Mais essentiellement des artistes, parce qu'il n'y a qu'un artiste pour avoir donc un petit peu cette sensibilité et de faire l'effort de comprendre de quoi il retourne. Voilà, c'est réellement des artistes. À chaque fois qu'on a reçu des politiques ou des... voilà, c'est très gentil, mais voilà, il manquait... Qu'est-ce qui manque, Brice ? Il manque que tout simplement, c'est pas du tout la même parole. Un artiste est vraiment touché et réellement... Il est sensible, il y a quelque chose qui se décoince au bout d'un moment, et hop, il y a vraiment une communication réelle qui se fait. Avec les politiques, jamais. Avec les artistes, il y a de la création qui s'installe. Il y a ça, c'est ça. Il y a quelque chose qui se crée dans l'échange. Voilà. Au début, c'était réel. Un plaisir à trouver un ton lié à l'ambiance, autour de ce qui est en train de se passer. Ouais. Le papotin, l'idée donc de l'artiste, n'est pas de moi, parce que je réfléchissais à comment faire sortir, donc comment faire arriver donc ce texte-là donc à tout un chacun à l'extérieur. Et parce que j'ai essayé avec ma première épouse qui était enseignante, qui était absolument pas comme vous, ils s'en foutaient complètement. C'est des trucs à toi. Bon, voilà. Donc il y avait pas du tout donc de partage, d'ouverture. De ce côté-là, on n'entendait pas. Il dit voilà, tu es donc dans un terrain bizarre avec des personnes bizarres. Ce sont des bizarreries, etc. Et donc, et là vraiment, on était dans une situation quand même un petit peu comment faire. Et tout d'un coup, j'ai entendu parler donc d'un journal qu'ont fait les sans-abri new-yorkais. En 89, ça s'appelle La Rue, The Street. Et ils ont demandé donc des interviews à des artistes. Il y avait Paul Newman. Paul Newman. Il y avait Paul Newman, il y avait la comédienne absolument pétillante, extraordinaire. Meg Ryan. Non. Au hasard. Bref, ils ont demandé donc des textes, et donc ils ont vendu des scoops qu'aucun média n'a. Et donc du coup, c'était quelque chose d'extra. Ils vendaient de la valeur. Ils vendaient dans la rue de la valeur, quelque chose qu'aucun média n'a, et que eux ils ont. Voilà, et ils ont fait passer un petit peu leur truc. Vous voyez, après, donc c'est arrivé jusqu'à nous, après quelques années après, donc dans les journaux qu'il y avait donc dans ce truc, et c'était la misère. Ils vendaient, c'était pas intéressant du tout parce que c'était de la misère. Or, et là, je me suis dit, voilà, c'est génial, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, le premier qui s'est proposé, qui s'est
qui a accepté l'enjeu, c'était Howard, donc, qui était au Ranelagh, qui est installé au Ranelagh avec son Puffaut. Et lui, donc c'était très simple, il a dit oui. Je dis bon, tel jour, il a dit oui. Oui, voilà. Donc, et il est arrivé et il n'a pas arrêté de dire oui. Voilà, donc c'était simple. C'était voilà. Le deuxième, c'était Dussolier avec les. Alors c'était vraiment, il a été adorable, plus qu'adorable, parce qu'il y avait le film là, donc 3 hommes et un couffin là, de Coliseo qui sortait, qui cartonnait. Et alors, bon, tout le monde l'a vu, les jeunes là, on a été, etc. Donc c'était le deuxième, donc c'était. Et le troisième, c'est Léos Carax qui m'appelle et il me dit je vais être interviewé au Papotin. Léos Carax qui ne donne pas d'interview. Hein, qui ne donne pas d'interview. Qui ne donne pas d'interview. Qui ne va nulle part. Et c'était à la période donc, des Amants du Pont-Neuf. Et c'était incroyable. C'était incroyable. Il avait des soucis à l'époque, en plus. Il avait, oh là là, il est venu et ça a été un moment magique. C'est vrai il s'est abonné, et il nous a envoyé plein de fric. Plein de fric. On a pu sortir donc, des numéros en couleur après. C'était vraiment quelqu'un d'une générosité extraordinaire. Et c'était un moment génial. Peut-être la différence entre les politiques et les artistes, non seulement une interview du Papotin, les éléments de langage, ça ne tient pas. Oui. Ça ne tient pas, on ne peut pas... Il n'y en a pas dans la question, il ne peut pas y en avoir dans la réponse. On n'est pas sur cet équilibre-là d'information, tout le monde s'entend pour nous. Voilà. On est bousculé tout de suite. Et puis, là, quand j'entends Raja parler de place dans l'espace, quand on est acteur, quand je vous entends parler de corps et d'émotion, ce que vous avez dit au début, de la souffrance, ça se sculpte, c'est un matériau, c'est des choses, moi, qui me parlent. Je ne pourrais pas le dire comme ça, mais ça me parle parce que je sais que dans mon travail, il y a autant de lecture que de non-lecture, autant d'instinct que de construction, et qu'on est fait si on est tout à fait honnête, les artistes, on ne sait pas exactement comment on travaille. C'est-à-dire on va chercher d'une certaine manière, il faut être très cultivé, mais en même temps, il faut, au bout d'un moment, ne rien savoir, parce que ça en pèse, la culture. Au bout d'un moment, on n'est plus face aux choses. Il faut être très rapide, mais en même temps, il faut être rétif comme un animal, parce que des fois, on vous fait rentrer dans des portes, il ne faut pas y aller, parce que vous sentez instinctivement que c'est pas comme ça que la scène doit se jouer. Donc, au bout d'un moment, vous vous dites, OK, il faut que j'utilise toutes ces choses-là. Et je pense que ça crée une sorte de terreau commun. En tout cas, enfin, je sais quand Raja parle, je ne sais pas si je comprends ce que vous me dites, mais je comprends une part de ce que vous me dites. Vous prenez une part pour vous. Oui, absolument. Ben oui, sculpter la souffrance pour en faire un matériau, enfin, c'est extraordinaire. Moi, ce que je pourrais dire par rapport à mon expérience, c'est qu'en fait... J'étais... Enfin, quand on parle d'émotion, je me dis... parce qu'il y a effectivement le monde intellectuel et le monde du corps. Donc, dans ces cas-là, parfois, on reste que dans le mode de l'intellectuel. Et quand on revient encore, par exemple, être sur une plage, sentir le soleil, le vent... les nuages, l'eau, le sable, eh bien, on rentre dans une autre dimension. On fasse des interviews à la plage. Ah, ça changerait tout. On a fait fin de saison, ça nous ferait du bien. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Vous vous déplacez à chaque fois. Vous allez... On a fait quelques interviews publiques récemment, enfin on en a toujours fait, je pense, mais dernièrement on en a enchaîné quelques-unes. Donc oui, on s'est déplacé, il y a eu plusieurs voyages. En 2020, on est allé enquêter sur ce qu'il reste de Christophe Colomb, on est allé en République dominicaine, on a mené quelques interviews là-bas. Mais Driss, avant l'émission, vous nous racontiez qu'avec Arnaud, qui n'est pas là, vous aviez fait un peu presque le tour du monde.
alors qu'il n'aime pas beaucoup bouger. Vous l'avez emmené à Los Angeles. Ouais, il n'aime pas beaucoup. Il n'aime pas du tout bouger. Et moi, donc c'était... il y avait, parce que une fois qu'il a passé ce cap-là, il est absolument extraordinaire. En voyage, il est absolument extraordinaire. Tout ce qu'il voit, et là, par exemple, à Rabat... Donc Arnaud, c'est un des pimpotins. À Rabat, on descendait une avenue, là, tous les deux, et je lui ai dit, bon, Arnaud, tu sais que il faut qu'on rapporte un petit cadeau du Maroc. Ah, ça m'intéresse pas, j'aime pas faire ça, je ne sais pas du tout faire ça, donc je dis quand même, c'est comme ça qu'on fait. À chaque fois que on va dans un pays, on achète une petite babiole, un petit truc, etc. Tu vois, donc qui va faire plaisir. Il faut faire un effort, tu vois, c'est comme ça. Donc moi, je fais l'éducateur. Ah, ça m'intéresse. Je dis, écoute, bon, si ça ne t'intéresse pas, on va quand même le faire. Alors, il faut absolument que tu me donnes une idée. Qu'est-ce qu'on va aller acheter pour le ramener en France? Un petit bout de la muraille, là. Courage. Ça ne l'intéressait pas du tout. La babiole. Il est con. C'est extraordinaire. À chaque fois que vous... du bas. Au bout du mur de Berlin. À chaque fois que vous partez à l'étranger, il y a un projet. C'est-à-dire que vous allez faire une interview, vous allez faire une enquête. Oui. Quand vous étiez à Los Angeles, vous étiez parti pourquoi, par exemple? Alors, Los Angeles, très honnêtement, pourquoi on est allé pour toucher les pieds de Tori Spelling. Alors, là, Tori Spelling, voilà, c'est ça. Voilà. Beverly Hills. Voilà. Alors, il y a plein de gens qui se souviennent de Tori Spelling. Voilà. Alors, il faudrait quand même lire le texte, là, ce texte. Est-ce que je peux le lire quand même, ce texte? Donc c'est un texte du journaliste oui, d'Arnaud. Voilà. Qui était fan de Tori Spelling. Voilà. Tori, c'est une jeune fille, mais elle fait tout à fait dame d'après sa tête. C'est-à-dire qu'elle se rapproche un peu d'une dame d'après sa tête. Encore que ça ne se dise pas, c'est une jeune fille dame, si on veut. C'est une dame, et si on veut, mais une jeune dame. Elle tire sur une dame d'après sa tête. Mais pas tirer avec un fusil, donner un coup de fusil, non. Ni tirer avec un revolver, donner un coup de revolver, ni tirer avec un arc et des flèches comme on a fait à Saint-Sébastien. Autrement dit, pas tirer avec une... Tirer qui veut dire se rapprocher. Tirer dans ce sens-là. C'est quand on dit un bleu ressemble au violet, on dit qu'il tire sur le violet. Sinon, non plus tirer la chasse quand on va aux toilettes, ni non plus tirer un trait sur un cahier, tirer dans le sens de se rapprocher. Mais cela ne veut pas dire qu'il tire sur une dame avec un fusil ou avec un revolver. Cela ne veut pas dire qu'il tire sur une dame avec une arme. Tirer au sens de se rapprocher. Voilà. C'est entre jeune fille et dame. Encore que ça ne se dise pas, c'est une jeune fille en forme de dame, si on veut. Mais elle se rapproche d'une dame d'après ça. Tandis que Valérie, c'est une jeune fille. C'est-à-dire, c'est carrément une jeune fille. Valérie. Voilà. Et donc, alors, voilà. Vous avez choisi une bonne photo. Parce que c'est vrai qu'elle tire vers la dame. Tori Spelling. Voilà. Et alors, on va très loin et on va pas très loin en même temps. Vous voyez, c'est extraordinaire. C'est comme le texte là, donc vous verrez un texte d'Arnaud où il dit est-ce que ça se pourrait qu'un thérapeute réponde à mes questions? C'est extraordinaire. Est-ce qu'un thérapeute peut répondre à mes questions? Est-ce que ça se pourrait qu'un thérapeute réponde à mes questions? Voilà. Parce que les thérapeutes ne répondent pas aux questions. Voilà. Et c'est vrai qu'il raconte comment il se fait jeter par son thérapeute quand il lui pose une question. D'ailleurs, en plus, c'est très amusant quand on a démarré le papotin, tout à fait au début. Est-ce que vous entendez Driss?
le psychiatre en chef a dit, tiens, mais ça serait bien qu'on m'interviewe. Moi, je dis, oui, bien sûr. C'était l'interview la plus nulle. Ah, le psychiatre a voulu être interviewé, il était nul. Et alors, non seulement c'était nul, alors moi, moi je joue toujours le jeu, hein, donc j'ai tout transcrit, hein, donc tous les trucs, ces réponses étaient... Et je dis, on ne va pas publier ça. Ben, j'ai dit non. Il m'a dit, il faut absolument que je le revoie. Donc il a sabré, il a dit trop de choses. Donc c'était extraordinairement intéressant. De quoi qu'ils disent trop de choses? Non, c'était très intéressant, donc sa réaction. Oui. C'est-à-dire que c'est impossible qu'il réponde clairement aux questions que les jeunes qui sont autour de lui posent. C'est impossible. Voilà. Vous avez ce genre de situation, au-delà du psychiatre, de gens qui finalement n'arrivent pas avec cet exercice? Non, alors parfois au début, les gens arrivent et sont un peu coincés, ou en tout cas, c'était très intéressant avec François Cluzet. Il est arrivé, et il était un peu sur la réserve, et il avait du mal à répondre, et au bout d'un moment, il dit à un papotin, là, tu vois, ça fait... j'ai su que j'allais être interviewé, ça fait 4 jours que je pense plus qu'à ça. Et il se lève, il va voir Babouyek. C'est poétesse. Ouais, la poétesse, donc qui écrit avec un alphabet carton. Et elle écrit très lentement sa question, elle lui dit « Es-tu à l'aise dans cette rencontre qui va à 2 à l'heure ?» Elle écrit avec des lettres. Elle écrit avec ses lettres comme ça. Il déchiffre petit à petit, et là, elle prenait le temps d'écrire devant lui. Et là, presque il baisse la tête un peu comme un écolier devant le bureau de la maîtresse. Et il dit, c'est vrai qu'il n'y a pas de rythme. Et après, il est rentré dans la... Et ça a donné un bel épisode. Quand on a eu besoin de ce temps-là. Mais c'est vraiment cette remarque de Babouyek qui lui dit, et là, il a tombé tout ce qu'il avait anticipé, et il est rentré dans la rencontre. En même temps, Eric, vous avez l'habitude de répondre à des interviews, on anticipe toujours sur une interview. On se dit toujours ce qu'on va dire, ce qu'on s'attend à des questions. Mais la plupart du temps, ça marche. On parlait un peu de théâtre tout à l'heure. On se disait que la non-préparation était une manière de réussir souvent plus franche qu'une préparation scrupuleuse. Moi, dans l'exercice de mes fonctions, là, je déco mon agenda de jour en jour. Je ne veux pas le savoir à l'avance, parce que sinon, il y a des choses qui m'impressionnent, et puis j'y pense, et puis je me mets martel en tête, et que finalement, quand je dis, je verrai bien comment ça se passe. Comme dans les auditions, les castings, finalement, on les réussit mieux avec une dose de je m'en foutisme, pas parce qu'on l'est, mais parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc moi je les prépare, j'essaie de ne pas les préparer, mais je connais mes sujets, je sais ce que la personne va me demander. C'est des fois des jeux de ping-pong un peu stratégiques, politiques, entre ce qu'il ne faut pas dire à la journaliste, mais ce qu'elle veut t'amener à dire, etc. C'est un petit truc là. Là, avec le papotin, je crois que ça a commencé. Est-ce que tu aimes les courses de vélo? Celle-là, je ne l'ai pas préparée. Donc voilà, tout le rapport au sport, notamment, à plein de choses. Puis c'est ça qui est très difficile, c'est qu'il y a vraiment une alternance absolument dingue. Il y a des questions, je me souviens, sur la langue de Molière, est-ce qu'il fallait les respecter ou pas? Babouyek sur est-ce que le fait d'avoir des titres classiques français était une assurance ou plutôt un frein? Et c'est des questions, tu te dis, mais c'est des sur questions... le répertoire, là. Oui, c'est des questions sur lesquelles je travaille finalement, je réfléchis depuis 10 ans. C'est des questions tout d'un coup qui ouvrent des champs assez incroyables aussi, où la violence des pères sur les fils, chez Molière, d'un jeune homme qui disait ça, dont j'ai su au bout d'un moment qu'il était très friand de jeux assez violents lui-même. Donc c'était très intéressant de voir où est-ce que ça... Donc c'est une alternance de ces réponses-là. Au milieu, il faut répondre à est-ce qu'on fait la cuisine à la maison. Oui. Puis les réponses de ses enfants. Oui, sur est-ce que tu es marié. Il y a beaucoup de questions personnelles, oui.
Non, mais c'est des questions structurelles, elles ne sont pas personnelles. C'est comme un b.a.-ba à poser. Et en même temps, il y a des questions. Est-ce que tu te trouves beau? Mais ça, c'est des questions. Mais quand tu peux répondre à une question comme ça, mis à part en disant la vérité, sans doute, mais... Est-ce que c'était pas ensuite, moi aussi je vais perdre du poids? Il y avait une histoire sur le summer body. Ouais, on a aimé. Oui, c'est vrai. Des petits échanges sur comment on pourrait perdre un peu de poids. On était d'accord sur les formes nécessaires. Votre histoire, le Papotin et la Comédie Française, elle se continue comment? Elle se poursuit comment? Au-delà de cet entretien, l'entretien que vous avez pu faire avec Sylvia Costa, vous allez retourner au théâtre? Très envie de retourner au théâtre. On a été quelques-uns, enfin j'y étais pas, mais à la présentation de saison, j'ai repéré certaines choses, L'Avare, Écube, Pinocchio aussi. Pinocchio. Donc vous allez identifier les pièces que vous irez voir ensuite? Le soulier de Satan. Oui, le soulier de Satan aussi. Non, mais alors 6 heures... Son interview de 7 heures. 6 heures ou 7 heures? 7 heures. Voilà, en regardeur. Ouais, tant de profiter. Vous y serez. Ah oui, oulala, oui. Oh oui. Oh oui. Mais moi, je n'aime que les choses qui s'inscrivent sur la durée, qui finissent dans leur nécessité de devenir discrètes parce que absolument fondées, posées, mais qui deviennent une habitude. J'ai entendu une chose qui m'a fait très plaisir. Je crois que c'était un accompagnant, une accompagnante qui me l'a dit en me disant on était très bien reçus. Déjà, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que ça, à savoir que c'est vrai, on sait accueillir. Et c'est pas le tout d'accueillir des gens parce qu'ils viennent au théâtre. Nous, on accueille tout le temps. Moi, j'adore ce métier pour ça, parce que le nombre de gens qui rentrent dans cette maison avec des points de vue différents, des techniques différentes, des expertises différentes, et qu'il faut accueillir à égalité. Et puis, on a parlé de joie. Ça fait plusieurs fois qu'on passe et il y a de la joie. C'est magnifique. Ça, c'est quelque chose qui me prend le plus plaisir. C'est ce que les gens de votre équipe ont dit, c'est ça? Il y a de la joie? C'est ce que j'ai entendu. Un peu de... Puis on est très très bien accueillis. On est là avec nos institutions. Rien n'est tout à fait simple avec le Papotin. Il y a 10 institutions qui collaborent ensemble pour faire ce journal. 10 institutions que j'invite à aller au théâtre. Et derrière, il faut accueillir tout ça. 10 institutions qui réunissent les Papotins, en fait, qui sont les... Alors oui, le Papotin, c'est vrai qu'on n'a pas expliqué cet aspect-là, donc c'est une grande rédaction. Il y a combien de Papotins? Qui a été vu... une cinquantaine. Une cinquantaine de journalistes? Une soixantaine maintenant. Et en fait, le Papotin est né à l'hôpital de jour Antony, puis après Driss est parti travailler à l'hôpital de jour Santos Dumont. Ça faisait déjà 2 groupes qui collaboraient ensemble, puis après... à la fois au fil des départs, puisqu'on accueille jusqu'à 25 ans dans ces institutions, les journalistes revenaient, mais pas seuls, avec d'autres personnes du foyer, par exemple, où ils vivent, où ils étaient partis vivre. Et aussi par le réseau, les créations d'institutions, tout ça. À la fin, il y a même plus, 11 ou 12 institutions qui, tous les mercredis matins, partent des 4 coins de l'Île-de-France pour se retrouver. Et c'est ce qui à la conférence de rédaction. C'était le cas mercredi quand on a interviewé Eric. Et donc, il faut imaginer cette organisation avec les directeurs, les chefs de service qui organisent. Est-ce qu'on va y aller en trafic? Est-ce qu'on va y aller en transport? Quel éducateur? Ah, lui, il est absent. Bon, il faut le remplacer. C'est une logistique énorme, mais qui se passe plutôt très bien, puisque ces institutions-là ont une habitude d'accompagner vers la culture, vers le sport aussi, vers tout plein d'activités qui se passent hors les murs. Et le mercredi, on se retrouve tous pour rencontrer des personnes, et c'est très joyeux. Pour nous, c'est incroyablement joyeux de se retrouver ici. En plus, à chaque fois, la Comédie Française a proposé des visites. Alors, comme... c'est le mercredi matin, on a un temps, on a envie d'accorder du temps à la table. Ça a été des visites assez courtes, mais dont les gens sont toujours ressortis avec beaucoup d'enthousiasme. Et on se disait avec Anne-Marie, la secrétaire générale, qu'on pourrait
prendre plus de temps, venir. Moi, je l'ai fait quand, au début, avant de commencer à venir voir des pièces. J'ai eu le droit à une visite, c'est incroyable, c'est incroyable. Avec les œuvres d'art. Tous ces métiers, toutes ces œuvres d'art. Et j'étais très impressionné par les métiers. C'était l'idée d'Almarès, c'est qu'on aille à la rencontre des métiers de la comédie française. Et déjà, on parlait de diversité à propos des questions du Papotins, mais la diversité des ambiances, des métiers ici est très très étonnante, très riche. Donc oui, on en prend plein la vue, quoi. Parce que, et évidemment, quand on va voir ce qui se passe sur scène, c'est absolument génial. En tout cas, vous avez votre ronde serviette ici, messieurs. Merci. Votre chaise, votre ronde serviette. Bon, merci à tous les quatre. Peut-être juste quelques mots pour finir, Julien, sur de nouveau de l'aquarelle. Il y a une chaîne YouTube qui existe et sur laquelle vous postez un certain nombre de contenus, de vidéos, et qui va prendre un peu d'ampleur dans les mois à venir. C'est sur cette chaîne YouTube que sera diffusée l'interview d'Éric Ruff à la Coupole, dont on a parlé ce soir. Assez rapidement. Voilà, on est toujours un peu plus lent que ce qu'on souhaiterait, donc tout prend du temps, mais ça fait longtemps qu'on fait des vidéos, et le mercredi pour nous, et on va commencer à les diffuser plus régulièrement sur la chaîne YouTube, et puis on va continuer à venir voir des pièces, on va continuer à interviewer des personnes. On peut parler de la rentrée ou c'est encore un peu une surprise? Parce que je crois qu'il y a déjà des choses qui sont calées. Ou alors j'ai des fausses informations. Oui, alors avec les comédiens de la troupe. J'ai plus l'agenda en tête. C'est Alain Medley, c'est ça? Ah non, Serge, non? Alors moi, on m'avait dit Laurent Stocker. On n'est pas du tout. Ça en fait déjà 3. Comme quoi. On a envie de rencontrer tout le monde. Ça fait du boulot. C'est vrai. On va organiser tout ça, mais c'est vrai que... Puisqu'à la reprise de la VAR, c'est pour ça que j'appelle Laurent Stocker. À la Comédie Française, il y a beaucoup de propositions, beaucoup de c'est très riche, donc voilà, on va organiser ça avec l'Islandais qui nous accompagne dans cet heureux partenariat. Le Papotin, donc le magazine, est vendu en ligne, et puis à la boutique de la Comédie Française. Oui. Si on veut l'acheter, on peut le trouver. Oui, voilà, il y est là, dès à présent. Dès maintenant, chez Martine, la boutique de la Comédie Française. Merci à tous les quatre, merci Driss, merci Eric, merci Raja. Et on pourra déposer aussi des exemplaires. Et on pourra déposer spécial théâtre de 1999. Oui. 25 ans exactement. Avec une carte des théâtres de Paris. Ouais. C'est quand même une des structures du Papotin, l'histoire du Papotin, le théâtre. Absolument. C'est vraiment le lieu où on est le plus heureux. Et c'est vrai, c'est vraiment le lieu le plus heureux. Ça vous fait un point commun. Absolument. Merci beaucoup, merci à vous. La semaine prochaine, dernière émission avec les académiciens et le spectacle des académiciens de la Comédie Française. Voilà, mise en scène de Mathilde Weber. Je serais ravie de vous retrouver pour cette dernière émission. Bonne semaine avec la Comédie Française. Au revoir.